Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois la stand-upeuse belgo-iranienne et quadrilingue Dena. Comment ça va? Coucou, ça va bien et toi? Ça va super. Et comme on est toujours en confinement au moment où on enregistre, je dois te poser la question, comment vis-tu ton confinement? Bah écoute, très bien, je suis très heureuse. C'est presque, j'ai l'impression tabou de le dire, mais moi je le vis très très bien. Je profite du repos et je profite du fait qu'il n'y ait pas de scène, parce que je me sens pas coupable de pas être sur scène, tu vois, vu qu'il y a rien. Ok, je suis comme toi. Je vis excessivement bien ce confinement et comme toi, j'ose pas toujours le dire parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça. Mais moi, je vis ça un petit peu trop bien. Mais après, je fais pas beaucoup de scènes non plus par rapport à toi, donc j'ai moins ça. Mais je sais pas, je suis bien chez moi, je suis en bonne compagnie. Mais après, tu vois, quand j'en parle à des collègues humoristes, ceux-ci me disent quand même pareil. Mais j'ai l'impression que c'est tabou, tu vois. Ils se font, ouais, j'avoue que moi aussi, en fait, ça me fait du bien d'être chez moi et de pas être sur scène. Mais il y a un tabou, hein, il y a comme une gêne d'avouer que oui, notre vie d'artiste est un peu fatigante, quoi. Un peu intense. Bah ouais, c'est vrai que pour certains, si un artiste commence à dire que c'est intense, il y a d'autres qui vont dire ouais, mais votre travail c'est de faire rire, c'est pas très fatigant. Bah si, c'est un travail. Même si t'aimes ton travail, tu peux avoir envie d'une pause. Ça reste un boulot, Exactement. ça reste fatigant, ça reste du travail et je pense que ceux qui réussissent bien comme toi, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière, donc une petite pause, ça fait du bien quoi. Ouais, vraiment. Est-ce que tu écris pendant ce confinement? Est-ce que tu arrives à être productive? Ou alors tu te dis vraiment, je prends ce temps de repos à fond? Ce serait plutôt la dernière option, donc je prends vraiment ce temps pour moi pour ne pas penser à l'humour, mais indirectement, je l'ai toujours en pensée. Donc quand je parle d'un truc où j'ai une inspiration, où je pense à un sujet que je pourrais élaborer sur scène, je le note, mais je le fais pas. Je garde pour le faire après, quoi, quand la saison recommence vraiment, parce que là j'ai toujours pas la tête à penser à des blagues, à écrire des punchlines. Mais qu'il y a, c'est que Proximus m'a demandé de leur créer des capsules vidéo. Et donc, indirectement, je suis quand même en train de faire de l'humour, mais c'est pas le même style que faire des blagues sur scène, quoi. C'est un truc, c'est un univers que je découvre parce que j'ai jamais vraiment fait des capsules vidéo. Et franchement, ça m'amuse. Ça m'amuse, mais... Et donc, tu bosses quand même un peu, mais de façon différente, donc ça change un peu de tes habitudes. Ouais. Et ici, avec Proximus et tout, donc tu découvres un peu la vidéo, les capsules vidéo. C'est quelque chose qui a l'air de te plaire pour le moment? Écoute, c'est surtout drôle de voir les idées qu'on a imaginées, le script qu'on a imaginé, de le voir naître en fait, tu vois, parce que il y a toute une équipe de monteurs qui ensuite vont monter, vont couper, vont rendre la vidéo plus dynamique, quoi. Et donc c'est ça qui est super drôle. Mais après, tu vois, je pense que si je n'ai pas d'équipe de montage, je pourrais pas vraiment faire ça, quoi. Ouais, mais c'est là que tu te rends compte à quel point c'est un boulot, tout ce que font les youtubeurs et tout, qu'on a parfois tendance à critiquer, mais en fait, c'est un boulot monstre. Complètement. C'est fou. Complètement, quoi. Ouais, c'est dingue. C'est respect, quoi. À fond. Mais en plus, rien que le fait de faire en vidéo, moi j'ai déjà beaucoup de respect pour ça parce que moi j'ai énormément de mal à me filmer. En plus, ouais. Me filmer, ça va. Parce que, je sais pas, c'est pas moi, c'est Dena sur scène, c'est Dena en capsule, quoi, tu vois. Je pense que je ne vais pas beaucoup regarder ces vidéos-là. Et en fait, si je réfléchis trop, je serais trop gênée à le faire, tu vois. Et là, je me dis, bon, tu vois, je le fais et puis on verra où ira cette vidéo. Bah c'est bien. En fait, l'astuce c'est de ne pas trop réfléchir et exactement. et de pas trop se prendre au sérieux. Ok. Exactement. Je vais essayer un jour peut-être. C'est pour ça que je fais les podcasts. Comme ça, on ne me voit pas et je peux couper tout ce que je dis qui ne va pas. Non, c'est très intelligent. Non, c'est une bonne idée, je pense. Et puis, je pense que le podcast, c'est le nouveau truc, quoi. Et ça marche bien parce que je pense qu'on a trop de stimuli visuels. On a Instagram, Facebook, la télé, machin, les clips. Et on est nombreux dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui écoutent vraiment beaucoup les podcasts parce que je pense que ça... Tu vois, c'est un autre stimuli. C'est pas la même chose que des sketchs, c'est pas la même chose qu'un TED Talk. Tu vois, c'est un truc plus naturel. Voilà, c'est comme si tu participes à une conversation sans parler toi-même, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien aux auditeurs. J'espère que du coup, tous les amis que tu as dit qui aiment les podcasts pourront écouter le tien avec plaisir. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai vraiment énormément de trucs à te demander, mais au début de l'interview, moi j'aime bien c'est remonter dans le temps.
et revenir à toi quand tu étais petite, enfant, à XL il me semble. J'aimerais savoir un peu comment tu étais quand tu étais enfant. Est-ce que tu étais une petite comique ou alors pas du tout? Est-ce que tu aimais bien faire le pitre en classe, faire marrer toute la classe ou pas? T'as quand même plutôt un télo, première de classe et en même temps très drôle. Et j'ai toujours trouvé que l'humour était mon bouclier pour ne pas me faire détester parce que souvent quand t'es première de classe, les gens te détestent pas, mais tu vois, ils t'envient ou ils sont là, oh là là, c'est un télo, elle a toujours 10 sur 10. Et vu que j'étais drôle, ça faisait que les gens m'aimaient bien quand même, tu vois. Ils se disaient, bon, elle a 10 sur 10, mais elle est vachement drôle. Et donc, ça m'a permis d'avoir quand même pas mal d'amis quand j'étais petite. Mais sinon, j'étais assez sage, quoi, un télo, donc j'écoutais beaucoup en classe, mais... Enfin, quoi que j'écoutais sans écouter beaucoup parce que je m'ennuyais souvent. Et je sais que les profs disaient toujours que je bavardais beaucoup, mais... Moi, j'ai pas ce souvenir, donc... Ah, j'ai l'impression d'entendre mon enfance pareil. C'était le côté intello, sage en classe, mais dès qu'il y a une petite blague qui peut être placée, on va la faire quand même. C'est ça, hein. Mais j'étais pas un pitre, tu vois, j'étais pas du genre à foutre la merde et faire que des blagues à la con et des... Non, tu vois, c'était plutôt intelligent, quoi. Donc, la meuf qui se la pète. Je faisais de l'humour, mais de l'humour intelligent, excusez-moi. J'étais intelligent dès le début. Et tu as fait tes études en néerlandais? C'est ça, donc j'ai fait l'éducation à l'école, c'était toujours en flamand jusqu'à mes études supérieures, quoi. Donc toujours en néerlandais. Et à la maison, par contre, tu parlais farsi alors? C'est ça, donc ça c'est la langue de l'Iran. Avec mes parents c'était le farsi, avec ma grande sœur c'était plutôt du français. Et donc ce qui a fait que le néerlandais, le français, le farsi étaient assez bien maîtrisés, quoi. Mais après je fais des fautes un peu partout encore, mais... Bah, c'est génial. Enfin, moi, j'adore les langues. Hein. Je suis un peu prof de langue, du coup. Tu t'en parles plusieurs ou pas? Je donne cours d'anglais et de néerlandais. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. On se débrouille. C'est normal. Donc, t'étais un petit peu une comique à l'école et à la maison. Est-ce que t'étais aussi cette comique ou plus réservée ou... Non, je pense qu'à la maison, du coup, j'étais très très drôle. Enfin, il y a un souvenir qui m'a marqué à vie, c'est quand j'ai imité un grand-oncle hyper respecté par la famille. Enfin, c'était vraiment le grand sage, un peu le papy de tout le monde. Et un soir, vraiment, je sais pas comment m'est venue cette idée, je me suis déguisée parce qu'il était un peu en surpoids. Et enfin, vraiment le cliché un peu on aurait dit un mafieux un peu, tu vois. Ok. Et avec une veste et je sais pas, toujours en train de chipoter avec un truc dans sa main. Et je suis rentrée dans le salon, il était là et il y avait toute la famille. Je suis rentrée et j'ai commencé à l'imiter, quoi. Et je me souviens de toute ma famille qui s'est retournée et ils ont tout de suite compris ce qui se passe. Et ma mère m'a dit ne bouge plus, je sors la caméra. Et elle a commencé à filmer et pendant, je pense, 15 minutes, j'ai imité ce gars qui était assez sérieux, assez respecté, qui, tu vois, c'est vraiment l'espèce de mafieux qui dit que 3-4 mots par... Enfin, max 3-4 mots, mais qui, à chaque fois qu'il dit un truc, tout le monde se tait. Et donc, je l'ai imité et je sais que lui, il était venu nous rendre visite de l'Iran et je sais qu'il a pris la cassette avec lui et je sais que toute la famille, même la famille hyper éloignée, a vu cette vidéo, quoi. C'est génial. Et tout le monde, mais encore toujours, on me parle de ça, alors que j'avais, je pense, 10 ans ou 11 ans. Comme quoi, tu vois, il y avait ce petit côté de showgirl, de personnes qui aiment bien, je sais pas, faire rire, tu vois, qui était en moi, quoi. À fond. En plus, allez, je veux dire pas tu t'attaquais, mais tu étais parti en imitant la personne respectée qui... Ah oui, totalement, oui. Ouais. On n'allait pas faire simple directement. Ouais, mais lui était mort de rire, tu vois. Et ce qui était drôle, c'est que, à mon avis, peu de gens l'avaient déjà vu mort de rire, tu vois. Mais pour te dire mort de rire, genre il pleurait, quoi. Il pleurait de rire. Et dans la vidéo, tu le vois, tu vois, il avait le visage tout rouge tellement il rigolait. Et bien évidemment, j'ai envie de dire, à la fin, il m'a fait un gros câlin et il m'a sorti comme ça un billet de 50 €, mais c'était en 2000, je sais quoi, c'est en 2000, je crois. Et avoir un billet de 50 €, je sais même pas s'il y avait déjà les euros à ce moment-là, je pense que ça venait de sortir ou quoi. Et j'étais là, waouh! Et je sais que je lui ai dit, non, mais moi, je fais pas ça pour l'argent. Bah, tu vois, c'était vraiment Moi, je fais ça pour l'art. Moi, je fais ça pour l'art. C'est de l'humour, monsieur. Ah, t'as eu ton premier cachet d'humoriste, en fait. Ah, mais je te jure, ouais. Du coup, sur mon CV, je devrais écrire début de carrière 2001. C'est ça. Et c'est marrant parce que t'as fait ton premier sketch payé en 2001 et après tu commences l'humour en 2016, quoi. Ouais, j'ai fait un petit break. Non, mais je pense que j'ai quand même fait des trucs sans... Enfin, j'ai dû oublier, mais tout le monde me disait toujours que j'étais drôle, quoi. Tu vois, donc ça, c'est un truc qui est toujours
qui est toujours resté. Et est-ce que dans ton enfance, tu regardais beaucoup d'humoristes à la télé et tout ça, ou pas trop? Je pense que genre vers mes 12 ans, je pense que j'ai regardé les classiques, donc Gad Elmaleh, Elie Semoun, Franck Dubosc, Muriel Robin, Pierre Palmade, Foresti, Jamel Debbouze. Et puis en fait, pendant toute une période, j'ai presque plus rien regardé, quoi. Donc j'étais pas vraiment quelqu'un qui a été nourri au stand-up. C'est vraiment en faisant du stand-up que j'ai appris à connaître les nouveaux noms, quoi. Enfin, qui sont même pas si nouveaux que ça, mais tout ce qui est Blanche Gardin, tout ça, moi je connaissais pas du tout, quoi. Farid, tout ça, Jason Brokers, même Kermogis, moi je connaissais, mais pas du tout. Et de nouveau, tu vois, c'est un truc qui est un petit peu tabou, quoi. J'ai l'impression que tu peux pas dire que tu connais pas. Alors non, c'est... Fuck it, tu connais quoi, tu connais pas, quoi. Ouais, mais c'est genre quoi, tu connais pas Blanche Gardin? J'étais là, non, enfin... Moi je trouve ça pire de faire semblant que tu connais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, oui, bien sûr, je la connais. Ah, j'aime beaucoup son sketch sur les femmes. Ouais, exactement. Mais, ah oui, et j'ai oublié de nommer mon préféré qui est Eli Kakou, quand même. Est-ce que tu trouves qu'il y a un humour typiquement iranien? Je suis un peu curieux de savoir ça. Ah, c'est une bonne question, c'est la première fois qu'on me pose cette question, merci d'ailleurs. Je t'en prie, je suis content de ma question du coup. À fond, je réfléchis. Écoute, la culture de l'humour est quand même assez présente en Iran. C'est un peuple qui aime beaucoup rire. On a beaucoup d'humoristes finalement qui sont extrêmement connus. Il y en a un, c'est le plus connu de tous. Il s'appelle Samad et c'est une caricature d'un beauf, d'un cassos, d'une personne un peu marginalisée, qui est un peu pauvre, un peu bête. Et lui, c'est la légende de l'humour en Iran, quoi. Tu vois, et en fait, il a des spectacles, il a des films, il a des DVD, et c'est très chouette parce que c'est très mignon finalement, tu vois, il se moque un peu c'est une caricature je sais pas s'il y a un mot pour ça en français. C'est un peu le paysan, ouais, un baraki paysan un peu, tu vois. En même temps, c'est très touchant, très attendrissant. Donc il y a lui et son co-auteur qui est aussi un humoriste qui, souvent c'est des blagues sur des trucs familiaux, parce que tu sais, tout ce qui est un peu sexuel, c'est assez tabou de base, même s'il n'y avait pas la religion, ça reste quand même un public assez pudique. Sinon, il y a des blagues un peu, j'ai envie de dire, qui marchent partout. C'est des blagues où tu te moques d'un pays que tu n'aimes pas, tu vois, comme les blagues sur les Belges en France, les blagues sur les Français en Belgique. En Iran, ceux de qui ils se moquent beaucoup, c'est soit les Turcs, soit les Afghans. Donc ça, c'est aussi hyper... Ah ok, j'aurais cru qu'il allait avoir des blagues sur les Américains aussi. Non, pas vraiment. Je pense qu'il y a trop de... C'est trop tendu, tu vois. En tout cas, chez la génération plus ancienne, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est... Mais souvent, ils se moquent plutôt du paysan, du turc ou de l'afghan, tu vois. Ou comme ici aussi, tu vois, le liégeois qui se moque de la personne de Charleroi, le flamand qui se moque du wallon. Donc ça, il y a aussi, quoi. C'est chouette à savoir, parce que justement, je me demandais un peu l'humour en Iran, est-ce que c'est développé, c'est tout ça, donc c'est chouette. J'en apprends un peu plus. Parce que d'office, je ne connaissais pas d'humoristes iraniens. Je connais des humoristes d'origine iranienne comme Kian Kojandi ou Kairon, mais et toi? Mais je pense qu'ils ne parlent pas beaucoup de l'Iran. Enfin, j'ai pas vu tout leur spectacle, mais j'ai pas l'impression que l'Iran est hyper présente dans leur spectacle. Kian Kojandi, il mentionne que son père est iranien et il dit, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qu'ils abordent beaucoup. Et tu fais tes études, tout ça. Après le secondaire, j'ai vu plein de choses. On a l'impression que tu as eu 48 vies différentes. Il y a du biomédical, tu as voulu être médecin, tu as fait de l'art. Ouais, comment tu sais ça? T'as trouvé ça où? T'as trouvé ça où? Mais j'ai écouté un podcast qui s'appelle Kilocast. Ah ouais. Où tu parles en néerlandais. T'as déchiré. Toi, t'es journaliste en fait. Ah j'ai fait mes recherches, je fais mon boulot avec passion. En plus, j'ai pu écouter du néerlandais, donc moi j'étais content. Ouais, c'est ça quoi. Bien, excellent. Mais donc, t'as voulu faire plein de choses. Est-ce que c'était parce que t'étais intéressé par plein de choses ou tu savais juste pas ce que tu voulais faire? C'était plutôt le premier, donc vu que j'étais un télo, je savais que j'avais les capacités mentales à faire des études scientifiques, vu que et j'aimais beaucoup tout ce qui est biologie, chimie, anatomie, et donc je me suis dit continuons la tradition iranienne qui est de faire des études quand même, soit tu fais ingénieur, soit tu fais avocat, soit tu fais médecin, donc moi j'aimais bien tout ce qui est médecine, et donc j'ai voulu essayer ça, tu vois, mais
ce que je dis toujours, c'est que dans ces études-là, je sentais que tu dois incorporer, tu dois ingurgiter de la matière parce que tu dois apprendre. Et j'avais l'impression que mon cerveau était plutôt à vouloir sortir de l'info, de créer, tu vois. Et donc, ça me rendait malheureuse de devoir apprendre tellement de choses alors que je sentais que j'avais envie de créer plein de choses. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté, quoi. C'était assez bizarre d'arrêter un truc que j'avais envie de faire toute ma vie et de se rendre compte, mais merde, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire, quoi. Quand tu t'es rendu compte de ça, c'était déprimant? Ouais, non, c'est de la déprime totale parce que je ne savais pas ce qu'étaient mes autres options parce que, tu vois, moi, je sais pas s'il y a des gens comme ça, mais j'ai jamais dit, oh mon Dieu, mon rêve, c'est de devenir humoriste. Et je ne savais même pas que ça existait et du coup, ça a été une année, j'ai pris une année sabbatique, du coup, et j'ai fait des recherches, quoi. J'ai fait des recherches, pour te dire, je suis passée peut-être je vais faire des études de musique, tu vois, musicologie, détective, policière, je suis passée par tout. Et finalement, j'avais tellement pas d'idées que je me suis dit, je vais faire des études d'art parce que ça va juste m'occuper le temps de trouver ce que je veux faire vraiment. Et donc, j'ai été à l'examen d'entrée de l'école artistique, de la haute école artistique. J'allais faire art plastique et quand ils m'ont demandé tu veux faire quoi comme option, j'ai changé d'avis, j'ai dit graphisme. Alors que je savais même pas ce que c'était, quoi. Vraiment, je savais pas ce que c'était, quoi. Et c'est juste que j'avais l'impression que ça allait m'apprendre plus que juste faire art plastique. Finalement, j'ai fait graphisme et j'étais pas méga forte là-dedans. Ce qui était un peu bizarre en tant qu'intello de pas être forte, tu vois. T'es créatif, tu devais inventer des trucs, tu devais créer des histoires, créer des pubs, créer des posters. Et donc ça faisait du bien à mon cerveau. Tu vois, de pouvoir extérioriser cette énergie créatrice, ouais, de créer, comme tu dis. Mais t'as quand même fini ton bachelier en graphisme, il me semble. J'ai fini mon bachelier et j'ai voulu faire un master. Et là, mon prof m'a dit, mais tu devrais plutôt faire du théâtre parce que tous tes travaux, c'était toujours très théâtral sans que tu le veuilles, tu vois. C'est vrai que, tu vois, les résultats sur papier ou sur vidéo étaient pas ouf, mais la présentation que je donnais moi était tellement drôle ou chouette ou dynamique qu'ils avaient trouvé que je devrais plutôt faire du théâtre. Et j'ai été faire l'examen d'entrée de théâtre. Et là... Et là, on te dit que tu dois faire de l'humour. Ouais, et là je suis dans les 8 derniers, alors qu'il y avait genre une centaine de candidats, et ils me disent c'est super ce que tu fais, mais on te verrait pas du tout dans le théâtre parce que c'est trop sérieux, et toi tu devrais faire de l'humour. Et là c'était le choc, quoi, le choc, mais un choc positif. Et là je me suis rendu compte que, en fait, j'avais l'impression que tout devenait évident, tu vois, et que enfin ma vie prenait un sens, et c'était une renaissance, quoi, tu vois, c'était magique. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Ce jour-là était vraiment magique. Bah oui, quand tu découvres ce que tu veux faire, ou en tout cas quelque chose qui te fait vibrer, ça change, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, tu te retrouves à aller à Anvers faire un workshop, c'est ça? Exactement. Donc là, le soir même, j'ai appelé plusieurs endroits et il y a une personne qui m'a conseillé un workshop d'humour donné dans le café qui s'appelle le Joker à Anvers, connu pour être un bar de stand-up. Et je pense que j'ai appelé la personne ce jour-là de nouveau et il m'a dit mais il me reste une place. Du coup ça commence la semaine prochaine, fais-moi le virement de la thune et viens, quoi. Et donc c'était un workshop de 3 dimanches, très court, 3 fois 3 heures. Là t'apprends les bases, donc comment tenir un micro, c'est quoi l'anatomie d'une blague, comment te mettre sur scène, comment rendre quelque chose drôle. Mais c'est des bases, quoi. T'apprends pas à être humoriste après 9 heures de stage. Et puis après, on te lâche dans le vide et c'est à toi de monter sur scène et de te prendre des billes jusqu'à ce que tu comprennes un petit peu la technique. Mais je trouve que ça reste quand même hyper mystérieux, quoi. Il y a des trucs que les beats, ça n'arrête pas. Enfin, c'est pas que ça s'arrête un jour, je pense, tu vois. C'est juste que soit tu les gères autrement, soit tu comprends un peu mieux, mais il y a encore toujours, je me dis ça, c'est la blague du siècle et personne rigole, quoi. Je crois que ouais, le beat t'apprend à vivre avec, ou en fait tu dois arrêter l'humour, quoi. Ouais. C'est ça qui est triste, hein. Mais moi, c'est un truc qui me rassure parce que tu peux parler avec n'importe quel humoriste, écouter n'importe quel podcast des plus grandes stars, ils vont tous te dire qu'ils ont fait des bides et qu'ils en font encore, et c'est un truc que j'adore et que je déteste en même temps. Ouais, je te dis pas combien ça me rassure quand, par exemple, j'entends Guillermo Guise me dire j'ai joué là en France et la salle était vraiment pas chaude, c'était horrible, tu vois. Non, mais c'est vraiment rassurant, mais en même temps, je pense que c'est toujours douloureux, mais je le vis autrement. Je sais que c'est pas c'est un beat, quoi. Il faut voir un peu pourquoi et puis ne pas trop stresser. Il faut arriver à le voir de façon objective. Et moi, je t'avoue que j'essaye quand ça se passe très très bien, je le vis bien, et quand ça se passe très très mal, je le vis bien aussi. Du coup, en fait, j'ai un peu sacrifié l'excès de bonheur quand ça se passe très bien pour justement pouvoir être
calme quand ça se passe excessivement mal, tu vois. Comme ça, il y a une constante, quoi. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce que tu racontais dans tes toutes premières scènes? Je pense qu'il y avait beaucoup d'autodérision un peu méchante envers moi-même, je suis pas sûre. Et je sais que je parlais de mon papa qui s'appelle Jafar. Je parlais beaucoup... personnellement, je trouve que c'était un peu des blagues, tu vois, un peu peut-être déjà vues. Mais maintenant, je les intègre autrement dans mes sketchs, quoi, tu vois. Parce que mon père s'appelle encore toujours Jafar, tu vois. Oui. Donc, et du coup, ouais... Mais je pense que quand maintenant je vois des gens débuter dans l'humour, en fait, je me rends compte que c'est une case obligatoire, quoi. Tu passes d'office par la case prénom, par la case origine, la case descriptive, tu vois. Et parfois, je me retrouve à être un peu arrogante et me dire, oh là là, encore des blagues sur des prénoms. Et je me dis, mais en fait, j'ai fait ça aussi. Donc, il n'y a pas à être arrogante, quoi. C'est normal, quoi. Tu vois. Tout le monde le fait et on le fera encore, à mon avis. Donc, c'est normal, finalement. On parle de nous-mêmes, tu vois. Tant que tu évolues au fur et à mesure, quoi. Ouais, tout à fait. Si tu parles encore de ton nom après 40 ans de carrière. Là, je me poserais des questions, mais en effet. Et donc, tu as fait tes premières scènes donc, en néerlandais. Comment il est le public néerlandophone? Pas jouer des masses, donc je le connais un peu moins bien que le public francophone, mais je le trouve un peu plus réservé, un peu plus difficile à faire rire. Et j'ai l'impression, mais c'est vraiment... peut-être très très subjectif, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être moins l'habitude de voir de 1 des femmes et de 2 d'origine étrangère sur scène. Donc il y a un décalage assez... Moi j'avais l'impression de vivre le décalage, mais après c'est peut-être une idée préconçue que je me suis mise dans ma tête moi-même. Étant donné que j'ai joué en Flandre plus à mes débuts et que j'étais beaucoup moins à l'aise, tu vois, je sais pas si du coup ça reflète mon malaise, tu vois, ou si c'était vraiment eux qui étaient un peu plus froids, je sais pas. T'as plus fait de scène en néerlandais depuis un moment ici alors? Ouais, là, ça date quand même un peu. J'en fais de temps en temps, mais j'ai l'impression de faire plus une guest appearance que de faire un truc... Tu vois, mais en fait, le truc, c'est que maintenant, l'enjeu est moins important pour moi, et donc je me sens hyper détendue, et donc ça se passe très bien quand je joue en néerlandais, tu vois. Donc c'est un peu la formule magique, quoi. Mais tu t'as aussi fait des scènes bilingues avec le What the Fun? Ouais, c'est ça. Il y a eu des scènes bilingues que je trouvais vraiment super chouettes parce que pour moi, ça reflète bien la Belgique, parce qu'il y a beaucoup de bilingues, parce qu'on est un pays bilingue, bon, trilingue, mais on se comprend. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont bilingues, et c'est pour moi un outil pour rapprocher les Belges, tu vois, pour démystifier l'inconnu, pour le wallon démystifier le flamand, pour le flamand démystifier le wallon, le bruxellois, et vice versa, et c'est tout ça dans le fun, dans le rire, mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas toujours des artistes bilingues, il n'y a pas toujours un public bilingue. On a eu quand même de la chance parce que les 5-6 dernières fois, on a toujours eu des étudiants en fait qui deviennent des futurs profs de néerlandais ou de français, et donc ça c'était vraiment chouette d'avoir des jeunes, parce que tu sais bien, les jeunes ils ont cette énergie, tu mets juste une musique d'entrée, ils sont chauds, donc t'avais presque pas besoin de chauffer la salle. Mais voilà, on va probablement changer la formule dans la prochaine saison. On va déjà, j'espère, on va en faire un au Kings of Comedy Club. On est encore en discussion, et là j'aimerais plutôt amener des humoristes français qui jouent que en français, des humoristes flamands qui jouent que en flamand, et des humoristes bilingues qui mélangent les deux. Mais en fait, ce serait une soirée d'humour pour bilingues, mais c'est pas forcément que l'artiste doit jouer en 2 langues. Ce serait plutôt que le public soit bilingue. Il y a le fait de comprendre, par exemple, moi je pense que j'adorerais voir ces scènes, mais je me sens pas capable de jouer en néerlandais. Ouais, mais du coup tu serais un public parfait, tu vois. Et aussi un humoriste parfait pour ce genre de soirée, parce que tu comprendrais aussi si jamais il y a des gens qui font des pics, un humoriste qui vient de passer ou quoi, tu vois. Donc il faudra me prendre. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? note. T'as aussi joué parfois en anglais? Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup parce que je trouve que l'anglais est quand même une langue où c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus adapté au stand-up. Je pense que si je me trompe pas, le stand-up a débuté plutôt dans des pays anglophones. Ça a débuté aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression de le sentir, quoi. Tu vois, il y a ce flow, il y a tu vois. C'est une langue beaucoup plus malaxable, j'ai l'impression, que le néerlandais. Et le public est aussi un peu plus habitué. C'est pas bizarre pour un public anglais de voir du stand-up. Ils savent que ça existe. Alors que j'ai l'impression que chez les francophones, t'as le public fan qui est là tout le temps et qui connaît beaucoup, soit... Celui qui connaît pas du tout. Ouais, tu vois, et donc c'est difficile de les convaincre parce qu'ils connaissent pas le format, ils savent pas que je peux rire à voix haute, tu vois. Et donc en anglais, il y a ce truc, il y a ce flow, il y a cette énergie. Non, j'aime bien. Ouais, moi c'est un rêve de jouer un jour en anglais. Et là, je me sens déjà plus à l'aise que de le faire en néerlandais.
Ouais, hein, je comprends à 100% alors que je parle bien en néerlandais, mais je sais pas, il y a ce truc, il y a ce flow. Je pense que c'est comme la musique en fait, tu vois. Personnellement, je préfère écouter de la musique en anglais qu'en néerlandais parce que, je sais pas, c'est juste une langue qui se prête mieux à l'exercice musical, quoi. C'est juste parce que t'as des oreilles, ça c'est tout. Exactement. Le néerlandais, et pourtant c'est une langue que j'adore, mais en musique, non. Ouais. Après, il y a il y a quand même quelques chansons. Là, je trouve pas le nom. Ah, mais si, par exemple, t'as Efje de Visser qui fait de la musique assez douce en néerlandais et je sais pas, elle arrive à choisir les bons mots pour rendre le néerlandais agréable à écouter, quoi. Est-ce que tu aurais des humoristes néerlandophones à recommander? Il y a une fille que j'adore énormément, elle s'appelle Sue Nsuki. Elle est formidable, j'ai eu la chance de la voir en première partie une fois au Kings of Comedy. Elle a joué pour la première fois en français et c'était à mourir de rire. Et elle est formidable. Pour moi, c'est une personne extrêmement drôle. Je sais pas s'il y a des vidéos d'elle sur internet, mais je sais en tout cas qu'elle a une chaîne YouTube et qu'elle passe quand même souvent à la télé. Et sinon, il y a les classiques, Alex Agnew qui est un peu... Je sais pas si c'est un des plus connus, mais c'est quand même un humoriste flamand très connu. Et sinon, celui qui m'a donné le workshop, il s'appelle Bas Birker. Et lui, il est hollandais d'origine, mais il habite en Belgique. Et je pense qu'il y a moyen de trouver son show sur Internet. Je l'aime énormément aussi. Ben franchement, j'irai voir. Est-ce que tu aimerais jouer en farsi aussi? Je sais pas. Honnêtement, on m'a déjà posé plusieurs fois cette question et j'aime bien les Iraniens, mais quand je me rappelle de la réaction des Iraniens en voyant le stand-up d'autres gens, dont je te parlais de l'auteur de Samad, qui lui-même est humoriste, il est venu plusieurs fois en Belgique et je sais pas, à la fin, t'as tout le temps des gens qui viennent le voir en lui disant « Ah, mais moi, je trouve que tu devrais plutôt dire ça comme ça. » Et je trouve que, et tu vois, il se mêle en fait. Okay, et du coup, je me dis « Oh là là, si je dois venir... » En fait, il y a une petite absence de distance. Voilà, tout le monde est ton cousin, tout le monde est ta sœur, tout le monde est... Et du coup, les gens se permettent en fait beaucoup, tu vois, de faire beaucoup de remarques alors que t'as rien demandé. Et je me dis, oulala, en tant que femme, je risque d'en prendre, tu vois, plein dans ma gueule. Et donc, je ne sais pas. Mais quand j'ai mes amis et ma famille iranienne qui viennent me voir, ils adorent. Et ils ne me disent rien, tu vois, ils ne font pas de remarques bizarroïdes. Mais t'as quand même tout le temps une espèce de tata ou quoi qui vient te dire, ouais, mais tu devrais peut-être raconter ça aussi. Et mon mari, il lui est arrivé ça. Et tu dois vraiment dire ça. L'autre fois, mon mari a pris le bus. Je suis là, oh là là. Et tu vois, et si tu le fais pas, ils sont là, ah bah tu l'as pas fait alors que je t'avais donné un conseil. Et t'es là, oui tata, mais tu vois. Ça arrive aussi. Hein. Il y a plein de gens qui te disent, ah tu vas en faire un sketch. Non, tu viens juste de raconter un truc qui est marrant au moment et encore c'était pas ouf. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est peut-être international. Mais en tout cas avec la famille, enfin, j'ai l'impression que c'est plus difficile de les convaincre que non, parce qu'en fait ils font du forcing, tu vois, ils sont là, non mais non. Et puis il y a tout l'aspect culturel où t'es obligé d'être hyper respectueux envers les gens plus âgés. Tu vois, c'est mal vu si je sais pas moi. Oh là là, je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas, à voir, pourquoi pas. Et du coup, j'allais te demander comment tes parents réagissent un peu au fait que tu fasses de la scène, tout ça. Est-ce qu'ils sont à fond derrière toi ou... Ouais, ils adorent, ils rigolent, ils sont... En fait, j'ai l'impression que mes parents, ils m'aiment énormément, mais ça, on va dire, c'est quelque chose de normal en tant que parent, mais j'ai l'impression que même si j'étais plombière ou, je sais pas moi, premier ministre ou plombier ou chauffagiste ou, je sais pas moi, créateur de tapis, ils seraient aussi fiers, tu vois. Ce serait pareil pour eux. Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment... Ils m'aiment inconditionnellement et donc humour ou pas, tu vois, c'est pas qu'ils trouvent ça encore plus cool ou quoi, ils sont juste là, quoi. Tu vois, ils sont juste des parents hyper présents, hyper gentils. Et c'est sûr qu'ils me soutiennent, mais ils m'auraient soutenu pour tout, quoi. Tu vois, si j'étais créatrice d'ampoules, de lampes, ils auraient adoré aussi, quoi. Donc... Ah bah c'est génial. On les embrasse. Mais... Oui. J'espère qu'ils écouteront. Oui, je pense. Oui. En fait, comme tu joues dans les 3 langues, ça m'intéresse. Je suis désolé si je passe trop de temps sur les langues, mais c'est un sujet qui me plaît aussi. Est-ce que tu fais vraiment de la traduction ou tu écris vraiment dans les autres langues complètement quelque chose de différent? Moitié-moitié, donc partie traduction et partie écrite nouvelle pour la langue, quoi. Tu vois. Et ce qui est chouette, c'est que quand j'écris des nouveaux trucs, par exemple en néerlandais, pour ajouter à la partie traduite, souvent je me rends compte que je peux quand même l'utiliser en français finalement. Et donc réfléchir à un sketch dans une autre langue m'aide pour la langue de base. Donc c'est vraiment un exercice hyper intéressant et
s'il y a des personnes multilingues qui nous écoutent et qui écrivent ou qui sont créatifs et qui font un métier où il faut imaginer des choses, imaginer dans une autre langue parce que ça ouvre des portes, quoi. Ça ouvre des dimensions auxquelles on n'aurait pas pensé. Je sais pas si c'est une question d'hormones et de zones du cerveau, mais je sais pas, c'est assez magique. J'avais entendu que tu disais dans le podcast du What the Fun à guichet fermé, que tu disais que si une blague est bonne dans les 3 langues, c'est que cette vanne est bonne, c'est tout. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Si ta blague, elle fait rire dans les 3 langues, c'est la blague du siècle. Ça, c'est une validation. Mais de l'autre côté, si elle fait pas rire dans toutes les langues, c'est qu'il y a un souci quelque part, finalement. Tu vois, c'est qu'il y a moyen de l'ajuster pour qu'elle soit vraiment drôle dans les 3 langues, quoi. Ouais, de la perfectionner encore. Ouais, exactement. Parfois, c'est un mot, un silence, une pause, une virgule, et parfois, tu la trouves dans l'autre langue, et puis tu peux la ramener en français, et bim. T'as la formule magique. Donc pour le moment, je pense que tu es humoriste à full time. Et est-ce qu'au départ, tu ne l'étais pas? Tu n'as pas commencé directement, je fais l'humour à 100%. Tu travaillais dans quoi? La première année, j'étais encore en train de faire un master. Et puis la deuxième année et demie, j'étais dans une entreprise, dans une boîte de consultance un peu classique, à mon insu. C'est vraiment arrivé par hasard. Cette boîte m'a dit tu veux pas continuer à travailler chez nous? Je dis ah ok. Mais à contre-cœur parce que je n'aimais pas ça. Il y a pas de ça, c'était clair dès le début. Je me suis dit bon bah ça me ramène un revenu et c'est pas comme si je gagne ma vie avec l'humour, donc pourquoi pas en fait. Et c'était un boulot très flexible, donc tu pouvais arriver quand tu veux, partir quand tu veux, prendre congé quand tu veux. C'était top pour combiner ça avec l'humour parce que voilà, des fois tu joues à Liège un jeudi, mais ils te demandent déjà d'être là à 5h. Mais bon, pour moi, pour être à Liège à 5h un jeudi, je dois déjà partir à 3h de Bruxelles. Tu vois, donc ça c'était top. C'est quoi un peu ton process? Donc moi, souvent les idées viennent en discutant avec des amis ou en, je pense à des trucs de ma vie et je me dis tiens, ça c'est vraiment quand même hors du commun ou drôle. Et ensuite donc j'ai une idée de base. Par exemple là, je peux te donner en exclu. J'ai une idée en parlant à des amis. On parlait d'animal de compagnie et je disais mais vous savez en Iran c'est interdit d'avoir des animaux de compagnie, enfin tu peux pas avoir de chiens ou de chats, surtout pas des chiens, et donc si la police t'attrape avec un chien, malheureusement le chien il est amené à la fourrière et ensuite voilà. Et j'ai même pas envie de le dire à voix haute. Et là, j'ai commencé à péter de rire et je leur ai dit, mais vous savez, du coup, les gens qui ont des chiens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chiens, surtout des gens de la classe riche, tu vois, ils ont un chien et du coup, ils sont obligés d'acheter des croquettes pour chiens dans le marché noir. Ah, c'est génial. Oh mon Dieu. Et en fait, là, je racontais ça juste à mes amis et je me suis dit, mais c'est hilarant. Tu vois, ça, j'ai envie d'en parler. Juste mentionner le truc, c'est drôle. Juste l'amener correctement. L'anecdote en elle-même est super drôle. Tu vois, et donc là, à ce moment-là, je sens cette... tu vois, quand il y a un truc qui est drôle et que tu sens que ça va être drôle, pour moi, je sens c'est comme si j'ai bu de l'eau pétillante. Il y a un truc qui pétille comme ça dans mon cerveau. Je me dis, ouf, il y a un truc qui se crée là. Quand je pense croquettes achetées sur le marché noir, tu vois, ça me fait rire. Et donc je me dis voilà, tu vois là je sais que je vais écrire un sketch là-dessus et donc mon processus d'écriture c'est soit j'ai cette idée et comme je viens de te le raconter, je suis sur scène et je vais le raconter sans avoir de phrase et donc je laisse venir le truc, donc j'enregistre l'audio et quand je me dis ah ok c'est bon, j'essaie de garder la même formulation, je teste plusieurs versions et puis une fois qu'il y a une constante, je la garde ou bien je prends une feuille de papier, j'écris quelques mots-clés, quelques trucs qui me viennent à l'esprit que j'ai envie de dire d'office, jamais des phrases complètes et puis j'ai mon petit papier avec moi et je teste en live quoi. Mais souvent la création se passe en direct devant les gens. J'ai jamais vraiment en fait c'est un défaut, c'est que j'écris pas, donc j'ai pas mon sketch sur papier, j'ai pas les mots écrits sur papier et c'est dur parce que des fois t'oublies des blagues du coup. Mais voilà, moi je suis auditive et kinesthésique, donc j'ai besoin de entendre ma blague et de marcher ou d'être sur scène pour la retenir. Moi j'ai le problème inverse, moi c'est que j'écris trop et que du coup j'ai du mal à quitter mon texte. C'est ça c'est chaud. Hein. C'est l'un ou l'autre en fait souvent. Ouais, il faut qu'on combine nos cerveaux. C'est ça. T'as gagné plusieurs prix à des festivals d'humour comme celui de Rémi Court, les Bestes de l'humour et d'autres que j'ai sûrement oubliés. Tremplin du rire aussi de Rochefort? J'ai participé, mais j'ai pas gagné. Mais pour moi, c'était déjà une victoire rien que d'être dans le tremplin. Et je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu aimes faire des festivals d'humour ou c'est quelque chose qui te met une pression de fou et au final, t'aimes pas tant que ça? Festival ou concours? Concours alors, ouais, plus. J'aime pas. J'aime pas du tout parce que j'aime pas tout ce qui est concours, compétition, gagner, perdre. C'est fatigant comme tout.
mais en ayant parlé à Freddy To Go il y a maintenant 2 ans, donc la première année j'ai fait les concours parce que c'est ce qu'on me disait de faire, et à la fin de cette année où j'avais fait quasi tous les concours qui existaient, j'étais là mais plus jamais, merci, au revoir, c'est trop de stress. Et Freddy To Go m'a dit mais tu sais, continue à les faire, refais-les parce que c'est une expérience hyper importante. Tu joues dans des conditions stressantes, tu joues dans des salles que tu ne connais pas, tu joues devant beaucoup de gens parfois, mais tu t'en fous du prix. Si tu gagnes, cerise sur le gâteau. Si tu gagnes pas, t'auras eu une super expérience. On s'en fout du concours. Et j'ai fait ça, quoi. C'est ce que j'ai fait. Et l'année d'après, justement, j'ai gagné quand même pas mal de concours. Donc merci à Freddy, quoi. Et même quand je les ai pas gagnés, j'ai eu énormément de bons retours. Je sais qu'à Rochefort, au Fou Rire, plein de gens venaient me dire on a adoré, tu vois, donc ça me suffit, quoi, tu vois. T'aimes bien le côté où tu as déjà de pouvoir jouer devant un public, d'avoir un retour et tout ça, mais si tu gagnes pas, ça va pas changer ta vie, quoi. Non, ça fait plaisir de gagner, mais maintenant j'apprends à relativiser, quoi, et je continuerai à faire des concours rien que pour l'expérience et pour la salle et pour le jury et pour la visibilité, quoi, tu vois, c'est important. Bah d'office. Sinon tu fais partie de la plateforme, donc tu l'as dit tout à l'heure, du What the Fun, qui organise des scènes principalement sur Bruxelles, mais qui s'étend un petit peu plus loin. Est-ce que tu aimes le rodage, cette partie où tu testes des vannes? Est-ce que tu aimes bien ça, ou tu préfères arriver à quelque chose qui est déjà construit? Je surkiffe le rodage. Si je pouvais faire que du test, que du neuf, quitte à avoir 0 rire, je ferais que ça. C'est trop chouette parce que justement quand tu fais rire alors que c'est quelque chose de tout nouveau, mon Dieu, j'arrive même pas à décrire la joie que ça me procure, quoi. Alors que jouer des trucs stables, que tu sais qu'ils vont faire rire, moi ça me saoule un peu finalement. Tu vois, c'est chouette de le faire pendant mon spectacle complet parce que là j'ai le temps de raconter mon histoire de A à Z, alors que si j'ai 15 minutes et que je peux pas trop me permettre de faire du test, ça me saoule un peu en fait, parce que ça m'apporte rien. Ok, c'est cool de faire rire et de savoir qu'on a fait rire, tu vois, il y a pas de surprise parce que je sais soit ils vont rire, soit ils vont pas rire, alors ça veut dire que c'est juste une ambiance un peu bizarroïde, quoi, tu vois. Mais du coup, par rôder, faire du nouveau, quel fucking plaisir. Mais c'est pas toujours autorisé, pour te dire ça comme ça, quoi, tu vois. Il y a des soirées que moi je considère des soirées un peu plus relax où je peux me permettre de faire du test, mais je sais très bien que ça sera mal vu si je passe 15 minutes à raconter que du neuf, tu vois. Donc c'est chiant parce que t'es obligé de faire rire et bien sûr les gens te demandent de venir pour faire rire, mais tu vois. Donc s'il vous plaît les gars, ceux qui écoutent et qui ont des scènes d'humour, laissez-moi tester. C'est vrai qu'il y a quand même des scènes où on te demande de venir avec quelque chose qui fonctionne bien. Dans un festival d'office, sur un plateau, voilà. Ou bien, mais après, tu vois, par exemple, le What the Fun, je sais qu'ils me laissent beaucoup plus facilement faire du test, mais ils vont jamais me laisser faire 15 minutes de test de A à Z avec 0, tu vois, c'est... Ou bien exceptionnellement, mais alors, soit tu passes en première, soit tu passes en sandwich entre deux qui sont très bons, tu vois. Ouais, où il y a des scènes prévues pour les premières fois, comme le labo, par exemple. Mais tu vois, ça, j'aime pas non plus. Là, j'adore, mais j'aime pas. Pourquoi ? Parce que, étant donné que tout le monde est nouveau ou fait du nouveau, le public est beaucoup plus relax et donc va rire plus facilement, mais c'est pas du tout qualitatif parce que je sais pas du coup si c'est vraiment drôle. Ouais, c'est pas un test en conditions réelles, quoi. C'est ça me sert juste à dire les choses à voix haute, mais ça me sert pas à écrire du neuf, quoi. À le tester, j'ai besoin de le faire dans une vraie scène une scène qui n'est pas une soirée test. Tu vois. J'aime bien aussi le rodage parce que maintenant tu vis mieux le bid, donc tu aimes ça parce que tu sais que même si tu vas faire un bid, tu vas apprécier quand même la construction du truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis le bid, c'est relatif, quoi. Je sais très bien qu'il y a des gens qui m'ont vu jouer il y a 3 ans quand c'était pas très drôle. Peut-être que pendant 3 ans, ils se sont dit que je suis pas drôle, mais qui m'ont revu un jour en se disant oh là là, oh non, pas elle, la nulle, et qui m'ont vu jouer et qui se sont dit ah ouais, non, c'est mieux. Ou inversement, il y a des gens qui m'ont peut-être vu cartonner et qui m'ont revu une deuxième fois et qui se sont dit oh là là, c'est quoi cette merde? Voilà, c'est comme ça, tu vois. Et le bid n'est plus le même bid que le beat que tu prends au début parce que c'est vraiment nul, tu vois, c'est un beat qui est dû, soit c'est du nouveau texte, soit t'as trop stressé, soit c'est juste un public qui n'adhère pas. Et vraiment, t'as ces 3 conditions-là, quoi. Après, tu vois, ce qu'on se dit toujours avec Émilie Krohn, qui est une humoriste que j'aime énormément, c'est que quelque part, nous, en tant qu'humoristes pas encore très connus ou pas connus, en fait, étant donné qu'on n'est pas connus, les gens vont rigoler moins vite, mais c'est bien parce que du coup, quand ils rigolent, on sait que c'est vraiment drôle, alors que quelqu'un comme Elise Moon ou Cody ou quoi, en fait, tu sens que les gens, ils sont tellement heureux de les voir en vrai, qu'ils ont déjà cette sympathie qui est créée, donc même si une blague n'est pas ouf, les gens sont là, les gens rigolent, les gens l'aiment, tu vois. Il y a un capital sympathie de départ, quoi. Et nous, on n'a pas ça, et du coup, c'est plus dur, mais c'est plus vrai. Et ce que tu fais beaucoup avec le What the Fun, c'est aussi que tu animes. Donc, une fois par mois, au Cabaret Mademoiselle, tu es le MC.
Et c'est quelque chose que tu aimes faire? J'adore. Alors vraiment, s'il y a une scène que j'adore plus que tout au monde, c'est la soirée, le premier mercredi du mois au cabaret. Oh mon Dieu, être MC là-bas, j'ai l'impression d'être chez moi, quoi. Ça, c'est... je me sens comme un poisson dans l'eau. C'est la soirée où je m'éclate le plus. Je sais même pas te dire pourquoi. C'est peut-être parce que je le fais depuis longtemps maintenant, mais bon, je me la pète, c'est vrai, mais je sens que les gens viennent entre autres pour moi, quoi. Tu vois, je sais qu'ils viennent parce qu'il y a une soirée d'humour, mais il y en a beaucoup quand même qui m'ont dit, nous on vient parce qu'on aime te voir toi, même si tu fais pas de sketch et tu fais qu'animer, et c'est hyper chouette. Et je le sens. Tu vois, là je le sens. Là je me sens un Cody à micro-échelle parce que je sais que les gens m'aiment bien avant même que j'arrive sur scène, tu vois. Et donc il y a c'est génial. Là c'est indescriptible et je suis moi-même morte de rire tout le temps parce que en fait j'ai l'impression qu'on rigole tous ensemble parce que je sais pas si c'est un personnage que je prends, mais je me fais un peu passer pour la meuf un peu à l'ouest, un peu comme ça, tu vois, qui est nulle en drague et mais qui passe un beau moment, et je sens que tout le monde est avec moi, quoi. Tout le monde est avec moi et tout le monde a envie de voir ce qui va se passer avec cette meuf sur scène, tu vois. Est-ce qu'elle va encore raconter un truc et tout le monde va En fait, le truc c'est que des fois je dis un truc et c'est nul à chier, tu vois, c'est pas drôle, c'est nul, et donc il y a un silence. Mais puis tout le monde pète de rire, tu vois, c'est comme quand tu joues un sketch devant tes potes et tes potes trouvent ça nul, mais tellement nul qu'ils rigolent, tu vois. Bah il y a ça, tu vois, du coup il y a pas de vrai bide, tu vois, il y a pas de gêne, et du coup ça va loin, quoi. Ça prend des dimensions dingues, tu vois, je sais pas, je peux commencer à chanter une chanson entière pendant 3 minutes dans le silence et les gens ils vont être là, ils vont me regarder et ils vont se demander ce qui se passe, mais tu vois, au bout des 3 minutes on va être tous morts de rire. Ah non, ça me manque énormément, et j'ai vraiment hâte si je pouvais faire que ça tous les jours, I'm in, tu vois, mais c'est pas réel, mais voilà. Il faut que j'arrête de travailler le mercredi soir pour venir voir. oui, viens. En dehors même du cabaret Mademoiselle, est-ce que tu aimes le fait d'être MC? Parce que moi je trouve que c'est un rôle qui est vraiment important dans les scènes d'humour et qui souvent est négligé dans pas mal de scènes. Et c'est dommage parce que je trouve que si le MC est bon, ça rajoute une puissance, une énergie à tout le spectacle. Et par exemple, il y avait au Kings, il y avait... Bilal, moi je trouvais qu'il était génial parce qu'il mettait vraiment une super bonne ambiance, il mettait une atmosphère, un truc où les gens sont en détente et tout. Ouais. Et c'était génial de passer après, alors que parfois il y a des scènes, tu te dis mais me présente pas comme ça, ou je sais pas, mets de l'ambiance. Tu sais que tu arrives avec un niveau zéro d'énergie et tu te dis je vais devoir tout retravailler derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, non, moi j'adore être MC. C'est un exercice que j'ai appris justement au cabaret, et j'adore être MC parce qu'il y a zéro pression, quoi. Bien évidemment, tu dois garantir une certaine qualité, mais en même temps, j'ai pas de sketch, donc il y a pas moyen qu'il y ait un beat parce que je travaille rien n'est, tu vois, j'utilise pas mes sketchs, quoi. Tu vois, sauf en cas de détresse absolue où personne rit, le public est froid à mourir. Là, je me dis bon, je vais quand même faire 5 minutes de sketch parce qu'il faut vraiment qui commence à rigoler, mais sinon en principe j'arrive et bam, je déconne avec les gens, quoi. Je leur pose des questions, je les intègre dans la soirée. Il y a des petites techniques que j'ai élaborées, c'est-à-dire je pose une question à la personne tout derrière, parce que comme ça tous les gens qui sont assis devant la personne qui est tout derrière, ils se taisent parce qu'ils veulent entendre aussi ce qui se passe, et puis je sais pas, les gens répondent des trucs tellement bizarre que j'ai pas besoin de... Tu vois, genre, je sais pas moi, tu lui dis juste tu fais quoi dans la vie, et il prend tellement de temps à répondre que tu rigoles, quoi. Parce que t'es là, mais soit tu fais un truc illégal, soit t'es au chômage et t'oses pas le dire, quoi, tu vois. Donc, et donc ça crée des moments comme ça hyper détendus. Et puis moi, j'aime pas surjouer, j'aime pas faire genre mesdames et messieurs, bienvenue. Non, tu vois, je reste moi-même, je reste tranquille. Des fois, il se passe des trucs bizarres et j'aime bien le dire, quoi. Genre, je sais pas moi, le micro ne marche pas bien, ou je sais pas moi, je suis pas maquillée, ou tu vois, et je fais sentir les gens comme s'ils sont assis dans mon salon et qu'ils vont passer une soirée où on ne sait pas ce qui va se passer, tu vois, parce que je ne sais pas ce que vont jouer les humoristes, et du coup ça met tout le monde à l'aise, quoi. Si ça se passe mal, tout le monde s'en fout finalement, tu vois, et c'est ça qui est cool. Il y a pas de oulala, ce sketch là il était pas drôle, je vais peut-être partir après la pause. Non, tu vois, c'est oui, c'était pas bon, tu vois. Ouais, mais ça c'est bien. Je pense que il faut que le public soit à l'aise et dans un mood de je vais rire, pas spécialement qu'il soit en mode
c'est un festival de rock et je dois hurler mais ils veulent juste qu'ils soient dans un mood de allez, on va passer une bonne soirée. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Et j'ai vu que tu avais fait c'est pas mal de premières parties, tu as fait Guillermo Guise, Anne Romanoff, Kian Kojandi, mais tu as partagé la scène avec des stars, d'ailleurs je te jalouse énormément, donc tu as partagé la scène avec Farid, Elise Moon, Jason Brokers, Haroun. C'est ça. Ouais, ça c'était grâce aux cartes blanches de Guillermo Guise, où il invite plein d'humoristes de partout. Et je pense qu'il a quand même une grande notoriété, renommée. Et donc il est pote ou il connaît au moins des humoristes que moi je trouve déjà hyper loin dans leur carrière. Et donc tu te retrouves à côté d'un Elise Moon, d'un Farid, tu vois. Et ce que je trouve toujours drôle, c'est que beaucoup de journalistes me disent t'as fait la première partie d'Anne Romanoff ou de Kian, et en fait je leur dis mais c'est pas comme si Anne Romanoff a appelé en disant est-ce que je peux avoir des nains, tu vois. Souvent faut quand même relativiser. J'ai eu la chance de le faire, mais c'est parce que c'était une chance, parce que ça faisait qu'il m'avait programmé tel jour et à telle heure, tu vois, et pas forcément c'est pas la personne, alors que Guillermo Guise, oui, lui il m'a quand même demandé explicitement, et là c'est juste incroyable, tu vois. Quand ça arrive comme ça, quand on te demande est-ce que tu veux faire ma première partie, ça c'est juste un honneur, un grand honneur, donc je le suis encore toujours reconnaissant d'ailleurs. Tu m'étonnes. Moi, une fois, il y a Guillermo qui m'a fait signe de la main, j'étais content. Donc, tu vois. Mais t'inquiète, moi aussi. J'ai fait ses premières parties, mais je suis encore sous le choc quand je le vois à chaque fois. Je suis là, oh mon Dieu, c'est Guillermo Guise. J'ai entendu dans les podcasts ou dans les interviews et tout que ce que tu aimais bien, c'était aller vraiment leur demander des conseils à ces gens-là. Je trouve ça super chouette parce que ça montre que tu ne te dis pas je n'ai plus rien à apprendre. Tu allais vraiment leur demander des conseils. C'est quoi le meilleur conseil que tu as eu d'un humoriste? Je pense que c'était au moment d'écrire mon spectacle complet. Je voulais vraiment apporter de l'émotion dans le spectacle, mais j'avais peur que ça casse l'humour en étant trop dans l'émotion. Et donc Haroun était au Kings of Comedy Club ce jour-là, ainsi que Abdel Nasser, un humoriste belge. Et donc, on discutait de ça et tous les deux m'ont répondu oui, tu vois. Tu mets de l'émotion dans ton spectacle, c'est super, il faut faire ça même, tu vois. Comme ça devient hyper personnel. Et Abdel Nasser m'a dit, justement, moi je trouve que tu peux aller là où ça fait mal. Parce que c'est quand tu vas là où ça fait mal que tu vas dans le vrai. Et les gens, même s'ils sont là pour rire, ils ont envie d'entendre un truc qui est vrai. Et ça, c'était pour moi, je lui dis encore à chaque fois que je le vois, c'est le meilleur conseil qu'il m'a jamais donné, quoi, que j'ai entendu tout simplement dans ça. C'était vraiment le truc, quoi. Et le deuxième, c'était pas vraiment un conseil direct, c'était juste en voyant Jason Brokers monter sur scène et de sortir de scène, mais tellement zen. Tu vois, c'était vraiment la zénitude. Et ça, je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'être comme lui. Et donc, j'ai appris à imiter son attitude zen. Et donc, même quand je fais une première partie d'un Guillermo Guise ou que... Anne Romanoff, c'était avant, mais quand je fais un truc qui a une importance un peu plus élevée qu'une petite scène, je me dis, non, toi, t'es comme Jason Brokers, relax, respire, tout va bien. Et en fait, c'est hyper pratique parce que tu joues sans stress et du coup, c'est comme si c'est mieux. Quand tu joues sans stress, les gens ne sentent pas son stress et donc ils rigolent plus facilement, l'ambiance est détendue et c'est un plaisir pour tout le monde, quoi. Tu vois, parce qu'à la limite, comme ça, au moins, si ça se passe mal, mais t'es détendu, t'auras pas dépensé ton énergie pour rien, à être stressé, quoi. Ça sonne bien, j'espère un jour arriver à jouer sans stress. Moi, c'est vraiment le truc, pour le moment, impossible. Mais quand je t'ai vu jouer, en tout cas, j'ai jamais vraiment dit genre ah mon Dieu, il a l'air stressé, tu vois. Donc c'est déjà je pense que tu le caches mieux que ce que tu crois, en tout cas, tu vois. Et puis souvent, enfin ça c'est un conseil que moi peut-être je peux te donner. Souvent les gens, en tout cas ceux qui ne te connaissent pas, ne savent pas à quoi tu ressembles ou ce que tu fais quand t'es stressé. Donc moi des fois je joue de manière hyper zen et quand même ma mère ou ma sœur peuvent me dire ah à cette seconde là t'as stressé. Et ça c'est parce qu'ils me connaissent. Il faut vraiment te connaître au millimètre pour savoir que tu stresses, sinon. Sauf si tu vois, tu trembles et tu tombes par terre, là on va se dire bon oui, stress de ouf, mais même si tu transpires très fort et que tu trembles, des fois les gens ils se rendent même pas compte, quoi, tu vois. J'avoue que je tremble quand même assez bien. Ouais, mais tu vois, des fois tu le sens et tu le vis plus intensément que les gens. Oui, tu commences à peine à trembler, que tu te dis déjà oh zut, ils vont voir que je tremble. Alors que les gens ils t'écoutent, ils regardent peut-être tes chaussures ou tu vois, c'est relatif. Et je voulais te demander, c'est quoi ta meilleure scène que tu aies faite à vie? Hormis toutes les fois où je suis MC au cabaret, je pense que mon meilleur souvenir reste quand même la fois où j'ai eu la grande chance de jouer au Palais 12, rien que par l'ampleur de la salle qui était c'est une grande salle, mais ils avaient un peu coupé la salle pour qu'il y ait de la place pour, je pense, dans les 2000 personnes. Donc ça c'était un souvenir
souvenir inoubliable. Mais sinon, je pense, dernièrement, c'était une des premières parties de Guillermo Guise, on en reparle, où il y avait une alchimie incroyable avec le public, et puis de sortir de scène et de voir Guillermo Guise te faire un câlin, un high five, un bravo meuf, t'as tout déchiré, et c'est ouf. Là, j'ai des ailes qui me poussent, et puis après le spectacle de Guillermo Guise, ou pendant son spectacle, par exemple, il te remercie une fois au début, il te remercie une fois à la fin, à chaque fois qu'il dit première partie c'était Dana, et t'entends les gens qui hurlent et qui crient, qui applaudissent aussi fort que quand ils applaudissent Guillermo, et puis tu sors de scène, t'es dans le, je sais pas moi, dans le bar avec tout le monde, et t'as tout le monde qui vient te remercier, et là je me sens plus, quoi, tu vois, là c'est la joie, mais une fois de plus, je me permets pas non plus de trop décoller et de rêver, justement pour compenser pour les fois où peut-être ça sera un bide, tu vois. Donc de ne pas vivre les choses trop intensément pour que je garde quand même les pieds sur terre, quoi. Mais pour que ce soit pas trop les montagnes russes. Voilà. Et ben justement, je vais te demander, c'est quoi ta pire scène? Je pense qu'une que j'étais le plus triste, c'était la finale du concours à Herve, et c'était la première fois que je jouais devant 700 personnes, et ça s'est mal passé du début à la fin, et j'étais triste même en étant sur scène, je sentais ma tristesse, et donc tu fais semblant de sourire, mais tu sais que ce que tu dégages, c'est pas de la joie, c'est pas ce que tu dois dégager, et ouais, ça j'ai un mauvais souvenir, quoi. Je sais pas c'était dû à quoi, plein de choses, je pense. De 1, c'était trop tôt pour faire une finale. De 2, l'agencement de la salle, je pense que le public commençait qu'à 10 mètres de la scène, tu vois. Ouais, ça, et chaud, la scène faisait 10 mètres de haut en plus, donc c'est cool quand t'es, je sais pas moi, Christophe Maé pour faire un concert, mais là c'était, tu vois, moi qui joue souvent dans des bars, te retrouver à 10 mètres du public. Et puis tu ne vois rien dans le public aussi, du coup. Tu vois rien, et t'entends surtout le silence de 800 personnes, ça fait mal, quoi, tu vois. Donc ça, c'était pas gay. Mais après, tu vois, de nouveau, je devais vivre ça pour pouvoir apprendre aussi à relativiser, quoi. Parce que j'ai plus jamais vécu ce que j'ai vécu là, tu vois, heureusement. Bah heureusement, ouais. Mais du coup, pour revenir sur quelque chose de plus joyeux, en dehors du confinement, tu tournes avec ton spectacle qui s'appelle Dana, princesse guerrière. Pour ceux qui nous écoutent, de quoi parle le spectacle? Alors, c'est un spectacle qui parle, je dirais, 3 choses, c'est-à-dire de la Belgique, de l'Iran et de mon homosexualité. Ce sont les 3 thèmes principaux. Tout ce qui est belge, c'est sur les habitudes belges et aussi surtout des Flamands. Pour tout ce qui est Iran, c'est plutôt ma famille, et puis tout ce qui est homosexualité, c'est aussi d'un point de vue général que d'un point de vue personnel. Donc ça, c'est les 3 thèmes principaux, ouais. Et c'était important pour toi de parler de ces 3 thèmes-là, quoi. D'office, tu pouvais pas passer à côté, quoi. Ben, je pense que c'est venu tout seul, donc je me suis rendu compte que mes sketchs parlent soit de la Belgique, soit de l'Iran, soit de mon homosexualité, donc ça s'est fait tout seul, et le titre, par exemple, est venu tout seul aussi, tu vois. Je me suis rendu compte que être une femme, être avec des femmes, et être une femme iranienne, être une femme en Iran, être une femme en Europe, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, et qui reste un peu un fil rouge durant tout le spectacle, et donc je trouve que les femmes c'est des princesses, et je trouve que les femmes iraniennes sont des guerrières, et donc Dana, princesse guerrière, c'était parfait parce que il y a aussi Xena la guerrière qui est un peu l'icône, tu vois, des femmes homosexuelles. C'est un peu un inside joke, hein, tu vois, mais quand même, tu vois. Mais du coup c'était parfait parce que ça représentait les 3 thèmes que j'aborde en un seul titre, et donc en écrivant des sketchs durant plus ou moins 3 ans, ce spectacle est né tout seul, quoi. Tu vois. Donc c'est pas forcément que ça me tenait à cœur, c'est inconscient, quoi. Tu vois, t'écris, et puis tu te rends compte que ah bah oui, je parle quand même beaucoup de femmes, quoi, ou de filles, ou de la féminité, ou... C'est quelque chose qui te touche, donc d'office tu pouvais pas passer sans en parler, quoi. Bah ça serait dommage d'ailleurs de pas en parler, parce que c'est vraiment une particularité que tu as, et tu peux faire du coup le rapport entre la Belgique, l'Iran, les deux cultures. Toi, tu as le néerlandais, le français, donc tu as ça aussi. Est-ce que tu as déjà eu des réactions assez agressives par rapport à ce que tu fais, puisque tu abordes quand même des sujets qui peuvent lancer le débat? Je veux dire, il y a des gens qui malheureusement sont homophobes, des gens qui sont contre l'islam. Oui, mais je pense que c'est normal d'avoir toujours des réactions négatives, bien évidemment, mais elles sont toujours proportionnellement beaucoup moins élevées que les réactions positives. Mais j'ai déjà eu des réactions souvent de gens pas flamands qui sont vexés sur les sketchs sur les flamands. Et ils le vivent mal alors qu'ils ne sont pas flamands. Okay. Ils le trouvent un peu méchant, alors que la plupart des flamands, enfin même pas la plupart, tous les flamands devant qui je l'ai joué
n'ont jamais eu de mauvais commentaires. Jamais. Et ça, pour moi, c'est vraiment la preuve que... Parce que c'est souvent chez les Wallons qui sont un peu vexés pour les Flamands. Et je me rends vraiment compte que c'est parce que les Wallons ne connaissent pas très bien les Flamands. Et donc, pour eux, c'est juste la méchanceté venant d'une étrangère, alors que c'est pas ça. Et du coup, c'est difficile de leur répondre parce que je peux pas leur dire « Ouais, mais je pense que vous les connaissez pas bien. » Tu vois? Parce qu'ils vont te dire « Oui, mais mon cousin, il est marié avec une Flamande. » Et du coup, tu vois, c'est une conversation un peu difficile. Donc, souvent, je dis « Je sais, je comprends, oui, je comprends, mais sachez que ce n'est pas par méchanceté, c'est vraiment sur base d'un vécu personnel. » Donc ça, c'est par rapport aux Flamands. Les Iraniens, heureusement, il y a toujours une tata ou quoi quelque part, comme je disais tout à l'heure, qui va peut-être venir te dire « Oui, mais les Iraniens... » Parce que le commentaire que j'ai le plus de la part des Iraniens, c'est « Oui, mais l'accent que tu fais, c'est pas l'accent iranien. » Et je l'ai vu dans les commentaires. Ah ben voilà, mais par contre, dans mon spectacle complet, je parle de ça, tu vois. Mais de nouveau, sur 15 minutes, tu peux pas commencer à expliquer ton spectacle, quoi. Oui, faut avoir vu le spectacle complet, quoi. Et sinon, pour tout ce qui est homosexualité, ça, je pense que c'est en effet la partie où j'ai le plus de commentaires. Si je le joue dans un centre culturel à Molenbeek, c'est sûr que dès que je commence à parler d'homosexualité, tu sens la salle qui se crispe un peu. Mais après, c'est une généralisation, mais t'as la moitié qui ne me parle pas par après, qui ne me regarde même plus, et t'as l'autre moitié qui vient me dire bravo, c'est bien d'oser, c'est bien, c'est courageux, donc voilà. Mais je pense que c'est important de continuer à parler de ça, parce que justement je pense que l'image qu'on peut donner en tant qu'homosexuel parfois est un peu agressive quand je vois les réactions par exemple de comptes Instagram qui dénoncent les injustices, qui dénoncent la nana, tu vois, il y a beaucoup de colère, et je peux être en colère aussi, mais je pense que tu peux faire passer ton message beaucoup plus facilement avec le rire, même si tu dis des choses assez importantes, assez graves. Si tu le dis en rigolant, la personne va peut-être faire ouais, c'est vrai, et donc le message que tu as envie de faire passer en étant en colère, tu arrives à le faire passer limite plus facilement, quoi. Puis les gens qui n'acceptent pas ça, je pense que ça restera à vie, quoi. Oui, ça tu sais malheureusement pas y faire grand-chose. Mais je trouve que l'humour, c'est vraiment un bon moyen d'aborder ces sujets-là en détente et d'apprendre à se connaître, en fait. Mais je t'avoue que ça reste toujours un peu... quand je sais que je vais jouer devant un public qui pourrait éventuellement moins vite accepter, je suis gênée. Je suis gênée alors que je sais que je devrais pas, mais tu vois, on se met à nu, quoi. Mais même, je pense que même si tu n'abordes pas un truc qui est classique pour avoir des débats, c'est se mettre à nu devant un public, même juste se dire, voilà, mon prénom, c'est ça, c'est bizarre de le dire devant des gens qui te connaissent pas, quoi. Oui, c'est ça, c'est une mise à nu. Et souvent, en plus, moi, j'aime bien les humoristes qui parlent de trucs personnels et qui les touchent. Et donc, c'est encore plus fort, puisqu'ils vont vraiment dans des trucs très perso ou des trucs tristes de leur vie, et moi je trouve que c'est les meilleurs sketchs. C'est souvent les pires trucs qui sont arrivés dans leur vie, malheureusement, qui sont des fois les meilleures vannes derrière. Alors avant le confinement, t'as aussi joué à Paris, au Barbès Comedy Club. Comment c'est de jouer à Paris? Écoute, moi c'était un peu la première fois que je jouais officiellement à Paris. C'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, c'est tu veux pas aller jouer en France, tu veux pas aller jouer en France? Et la réponse c'est pour l'instant non, parce que déjà c'est un investissement de temps et d'argent, parce que je trouve ça un peu difficile ou compliqué de faire un aller-retour pour jouer 8 minutes ou 12 minutes. Voilà, c'est du temps et de l'argent, et je préférerais prendre un Airbnb et d'être là pendant une semaine ou deux et de pouvoir jouer plusieurs fois de manière consécutive que de faire une micro-scène. Mais sinon, faire Barbès, c'était juste une occasion, puis c'était en voiture, l'aller-retour, donc je me suis dit, c'est chouette, on est à plusieurs Belges, c'était la soirée belge au Barbès, et donc c'était vraiment beaucoup plus sympa de le faire comme ça. Et de nouveau, je t'avoue que là, j'ai appliqué la technique Jason Brokers, donc je suis arrivée zen, et j'étais zen comme tout, alors que Shirley Soignon, avec qui j'avais déjà joué une fois, était là, et moi, ça me stresse de ouf quand il y a des gens qui sont plus loin dans leur carrière. J'ai envie qu'ils m'aiment bien, j'ai envie qu'ils rigolent, et donc t'as cette pression que tu te mets tout seul, alors que... Et donc je me suis dit, Jason Brokers, hop, relax, chill, et c'était mortel. Vraiment, c'était... Oh là là, j'ai pris mon pied, ça s'est senti, et du coup, ça a dégagé une énergie hyper chouette. Tu vois, les gens étaient avec moi, j'ai réussi à improviser beaucoup plus facilement que... Tu vois, parce que d'habitude, j'ose pas trop improviser quand il y a des gens importants. Bon, tout le monde est important. J'essaye de ne plus dire cette phrase parce que tout le monde est important, mais quand il y a des professionnels du milieu, j'ai envie d'être parfaite, mais c'est impossible. Oui, mais t'as envie de briller devant les gens qui te font vibrer. Heureusement, j'étais soi-disant pas stressée. Enfin, une fois que tu rentres sur scène pas stressée, t'arrives à assez bien surfer sur cette vague. Et du coup, c'était trop bien. Et c'était très dur de jouer que 8 minutes ou
ou je sais pas, c'était 10 minutes, mais c'était extraordinaire. Et le bravo de Shirley Soignon qui vient par après, c'est oh là là, ça me fait décoller, quoi. Ça n'a pas de prix. À fond. En plus, j'adore aussi Shirley Soignon. Elle est incroyable. Je voulais te demander, toi, c'est quoi que tu aimes le plus dans le fait de travailler dans l'humour? Je pense que c'est déjà la création qui est l'aspect le plus chouette, c'est d'extérioriser donc cette énergie créatrice. Et deuxièmement, je pense que c'est l'ambiance entre les humoristes. Donc je me suis fait plein d'amis grâce à ce métier et c'est hyper agréable de voir qu'on est plusieurs fous et folles à faire ça, tu vois. Et finalement, même si on est très différents, il y a quelque chose qui nous lie, qui est très 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 fort, parce qu'on vit les mêmes douleurs, les mêmes joies, les mêmes scènes, les mêmes rires, les mêmes, tu vois, bides, et personne ne pourra comprendre aussi bien que mes collègues, tu vois. Donc je peux avoir une mère ou une petite amie qui me suivent depuis le début, mais j'ai l'impression que même s'ils comprennent, ils savent, ils ont déjà vu des bides, ils ont déjà vu des scènes où on cartonne. Des fois, il y a un stress qu'on a ou une joie qu'on a qu'ils pourront pas vraiment comprendre, tu vois, parce qu'ils sont pas dedans. Alors que mes collègues, Émilie Krohn, Farah, Rudy, Raphaël, toi, enfin, si je te dis « Oh mon Dieu, j'ai fait un bide, c'était horrible », tu sais exactement de quoi je parle. Tu sais exactement de quoi je parle parce que tu l'as vécu. Et d'avoir toi ou quelqu'un d'autre qui me dise « Ouais, mais c'est pas grave », ben, ça fait du bien. Même si on sait que c'est grave ou c'est pas grave. Tu vois, c'est juste hyper rassurant, quoi. Genre, je peux avoir un stress et ma copine peut me dire « Ah bah tu t'en fous, tu joues sans stress ». Et je peux avoir Farah qui me le dit. Ben, bizarrement, ce que Farah va me dire, même si c'est la même chose que ma copine, ben, ça va rentrer un peu plus fort dans ma tête parce que je me dis « Ouais, mais elle sait de quoi elle parle ». Tu vois, mais c'est peut-être un peu injuste, hein, mais... Non, mais je comprends tout à fait. Tu discutes 5 minutes avec un humoriste et tu te rends compte que tu partages des trucs, que tu as des connexions qui se font avec la personne et que tu peux pas expliquer. C'est juste qu'il comprend ce que tu ressens, il comprend ta démarche, ta réflexion, et c'est souvent dans mes conversations préférées. C'est-à-dire, je crois que c'est pour ça que j'ai fait un podcast. Ouais. Et du coup, je te demandais ce que tu aimais le plus dans l'humour. Qu'est-ce que tu aimes le moins? L'administration, tout ce qui est échange de mails, organisation, facture, je sais pas moi, tout ça, ça me fatigue. Et la deuxième chose que je déteste, mais que je ne devrais pas détester, c'est le networking et la mise en avant. Moi, j'appelle ça le networking, quoi. Tu vois, c'est de prendre le temps de faire ci pour contacter telle radio, telle télé, telle personne, telle salle, tel, je sais pas, tu vois, producteur, ou même de faire des déplacements pour aller à Paris, pour jouer sur tel machin, et je souhaite tellement que ces choses arrivent d'elles-mêmes, tu vois. Comme c'est arrivé, je touche le bois avec Guillermo Guise, j'ai pas dû gratter, j'ai pas dû l'appeler, mais je sais que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas toujours que ça se passe tout seul, tu vois. Il faut parfois se déplacer et aller machin, et appeler Chic, et demander à tel magazine de venir, et moi j'arrive pas encore en tout cas, et je sais que c'est un point hyper important quand je vois comment certains et certaines percent très fort. Je sais que cette partie-là a énormément contribué dans leur succès. C'est parce qu'ils ont su qui contacter, quand contacter, comment contacter, ou même sur les réseaux sociaux, tu vois, que poster quand, que mettre où, même quel sketch je pourrais jouer. Tu vois, c'est du marketing, et ça me fatigue parce que c'est pas quelque chose que je connais de base, et c'est pas pour ça que j'ai commencé ce métier. Et malheureusement, des fois, je me rends compte que une grosse partie de ce métier, c'est ça. Est-ce que j'ai envie de faire ça parce que finalement c'est un produit là, tu vois, c'est devenu j'aurais pu vendre du savon là, tu vois, je suis un produit, et ça dénature complètement l'aspect humour. Je suis sur scène, je blague avec vous. Ouais. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. Parce que même, ne serait-ce qu'avec le podcast, j'adore le faire, mais tout ce qui est partagé, commenter, chercher, faire des stories ou j'ai beaucoup de mal avec ça. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais il faut que, tu vois, c'est... Ouais, mais déjà, dès qu'il y a le verbe il faut, moi je bug, tu vois. Ouais. Donc c'est très dur, c'est très très dur. C'est pour ça que le confinement fait du bien, parce que je peux continuer à être drôle, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment d'admin à faire, il n'y a pas vraiment de compétition dans je dois jouer sur cette scène, je dois être absolument mis sur ce line-up, parce qu'il n'y a rien. Mais c'est une réalité, et je pense que c'est quelque chose, quand je venais de commencer et que j'entendais les gens qui sont plus loin dans leur carrière me parler du métier, ils me disaient mais c'est très dur. Et en fait, le très dur, je pense qu'il est entre autres ici, quoi, tu vois. La difficulté, elle est ici. Parce que soit tu as un talent de vente et t'arrives à le faire tranquille, parce que soit tu es accompagné par les bonnes personnes, soit tu sais juste très bien le faire toi-même, soit c'est dur, quoi.
Et moi, personnellement, je trouve ça très dur. Et encore, j'ai de la chance d'être dans la génération qui connaît très bien les réseaux sociaux, qui connaît très bien Instagram, qui a un peu un feeling de ça je peux poster, ça je peux pas poster, ça je peux sponsoriser, ça pas. Parce que, par exemple, je sais quelqu'un comme InnoJP ou Étienne Cerc, que tu as déjà eu sur ton podcast, je sais qu'ils sont déjà un peu plus loin et qu'ils ont un peu moins le feeling, même visuel. Tu vois, je me dis, ça se voit qu'il l'utilise pas souvent parce que il se rend pas compte que s'il écrit le texte trop haut dans la story, on va pas le voir, ou tu vois, enfin c'est des détails, hein. C'est une chance que tu as parce que j'allais dire parce que t'es plus jeune que Étienne Serre. S'il nous écoute, voilà. C'est pour te sentir jeune un petit peu qu'on dit ça. J'ai vu aussi passer sur ton Facebook qu'il y avait un projet avec la RTBF pour aussi faire un podcast. Oui, donc ça c'est... j'ai l'impression que les gens n'ont pas lu l'article et qu'ils ont juste liké parce qu'il y avait juste beaucoup de likes. Parce que je ne vais pas créer un podcast. Non, je vais participer. Voilà, toi tu l'as lu à mon avis, donc c'est que la RTBF se lance dans plein de choses et entre autres le podcast c'est un peu leur truc maintenant. Et donc il y a un podcast avec la thématique de tout ce qui est LGBT. Enfin, et fiction, ils avaient fait un appel à un truc fictif. Ils voulaient des histoires fictives sur le sujet LGBT. Et donc moi j'ai envoyé mon histoire et ils ont aimé. Et donc elle sera publiée à mon avis en septembre ou un truc comme ça. Ça c'est chouette, ça change de l'humour et par contre c'est un stress parce qu'il faut que je l'écrive parce que j'ai fait le pitch mais la version entière elle n'est pas encore là et c'est stressant parce que je ne sais pas comment ça marche quoi. Tu vois, je ne connais pas encore les secrets d'une histoire fictive. Tu vois, c'est autre chose que de dire bonjour, je m'appelle Lena, je suis iranienne. Donc et puis c'est un podcast et c'est une voix. Donc tu dois écrire une histoire à une voix, mais comment le rendre intéressant pour un auditeur quoi, tu vois? T'imagines toi faire un podcast où il y a que toi qui parles, tu parles de quoi, tu vois? Enfin, c'est Ouais, c'est clair. Je ne vois pas. J'aurais pas proposé de pitch au départ. Je souhaite que ça se passe bien pour toi. Merci. Mais c'est chouette d'essayer des trucs qui sortent de l'humour aussi. Oui. Je me suis dit, c'est un appel à projet. Il faut le faire pendant cette période. Bon, je savais pas qu'on allait être confiné aussi longtemps, mais je me suis dit, ça va m'occuper. Du coup, c'est super, quoi. Le deadline pour la première version est dans une semaine et j'ai pas encore grand chose. Donc, je stresse un peu, mais non, je pense que ça ira. Bah, cool. Et j'ai vu que tu avais aussi joué dans un film qui s'appelle X, qui parle de la place de la femme dans la société. Est-ce que c'était aussi une chouette expérience de travailler pour le cinéma, du coup? Bah ça c'était trop bien. Ce qui est cool c'est que j'ai presque même pas dû faire de casting. Enfin c'est eux qui m'ont demandé. Tu vois ça j'aime bien quand ça se passe comme ça. Quand c'est pas moi qui me casse la tête à envoyer des mails. C'est eux qui m'ont contacté en me disant est-ce que tu veux bien participer à notre film. Bien sûr il y a eu un casting mais ils voulaient juste voir si j'étais intéressée ou si je correspondais au profil recherché. Et c'était trop bien quoi. C'était la première fois que je participais à un tournage, de voir rien que l'expérience sur où se met le caméraman, comment se passe l'enregistrement du son, comment est-ce qu'on me maquille, comment est-ce que, tu vois, enfin... Ah non, c'était trop bien et j'ai vu le résultat et franchement, ça donne trop bien. J'ai trop aimé ce que je faisais et j'ai eu beaucoup de commentaires positifs donc j'espère que c'est une aventure qui continuera, quoi. J'aime bien toucher à tout, hein, comme tu vois. Ben non, mais c'est chouette parce qu'il y en a beaucoup et j'en fais partie... qui ne se limitent que à l'humour parce que soit ils se sentent pas capables ou parce qu'ils ont pas envie aussi de faire d'autres choses. Donc je trouve ça chouette, les gens qui ont besoin de créer, d'essayer de nouvelles choses, je trouve ça chouette. Donc c'est un truc que tu pourrais envisager, c'est de faire plus de cinéma, plus de vidéos. Bien sûr, oui, complètement. Je ne me ferme à rien, quoi. Donc même si demain je ne fais que du cinéma, pour moi c'est bon aussi, quoi. Tu vois, c'est pas que mon rêve absolu c'est uniquement de rester sur scène. Non, là mon rêve, je sais pas c'est quoi mon rêve, tu vois. Donc tout ce qui vient, je regarde un peu ce qui arrive et puis au fur et à mesure on check, quoi. Tu vois. Ok. Est-ce que tu as des projets genre dans 5 ans il faut que je sois là, ou comme tu dis tu laisses venir et tu verras ce qui se passe? Bah, tu vois, dès qu'il y a le verbe il faut, je t'ai dit, moi j'aime pas, donc il y a pas de il faut, mais j'aimerais bien peut-être encore jouer dans des films, encore continuer à jouer mon spectacle ou peut-être un deuxième spectacle, pourquoi pas à ce moment-là déjà être plus à Paris, mais j'aimerais bien faire des trucs fous, tu vois, un truc inattendu où genre un designer belge me demande de l'aider, d'amener de l'humour dans son projet de vêtements, enfin tu vois, c'est des trucs un peu fous, comme ça j'aime bien, tu vois, des trucs inattendus, des collaborations
inattendu, comme un designer d'intérieur qui me dit est-ce que tu voudrais pas amener ta petite touche, tu vois, ça serait trop cool. C'est des trucs mais random, totalement random. Si un designer qui écoute le podcast, vous savez qui contacter. Non, c'est trop ça, quoi. Ouais. Bah, je te souhaite que plein de choses t'arrivent Merci comme ça beaucoup. et que des designers te contactent par milliers. À fond. Parce que, bien sûr, ce podcast est écouté essentiellement par des designers. Oui, c'est un truc niche, tu vois, c'est ton public niche. Mon public niche. Bah, d'ailleurs, moi, quand je regarde les stats, c'est hommes, femmes et designers. On arrive à la fin de l'interview avec la partie que je t'avais dit, c'est la partie name dropping, où je te demande de me citer un humoriste, homme, femme, québécois, américain, tous les horizons différents, peu importe. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré. Réfléchis un instant. Je pense que c'est Guillermo Guise. Hein. C'est le plus gentil au monde, c'est le plus aimable. L'humoriste qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus? Ce serait probablement Kristen Wiig, qui est même pas forcément humoriste, c'est une comédienne qui jouait dans Saturday Night Live, qui est un Vendredi tout est permis mais américain, qui existe depuis maintenant 30-40 ans. C'est un autre niveau que Vendredi tout est permis. Mais... Oui, c'est un autre niveau. Et donc elle, je la trouve à mourir de rire. Et quand je ne faisais même pas encore de l'humour, elle est quand même venue un peu titiller cette envie de faire rire, tu vois. Et là, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais, mais sans me dire qu'un jour j'allais vraiment le faire, tu vois. Donc Kristen Wiig, mais un peu tout le groupe des femmes dans Saturday Night Live, dans SNL. Donc il y a elle, il y a Maya Rudolph, il y a McKinnon, j'ai oublié son prénom, Kate McKinnon, Tina Fey, tout ça, c'est des gens qui sont vachement bons, quoi. Celui ou celle que tu regardes vraiment tout ce qu'il va faire. Dès qu'il sort quelque chose, c'est bon, tu vas le voir tout de suite. Je sais pas, je pense que ça reste quand même des trucs de SNL, de Saturday Night Live. Je regarde tout ce qu'ils postent, tout ce qui sort sur cette chaîne. Même les chaînes, ils ont des chaînes à côté. Ça, je regarde souvent aussi, quoi. Je trouve ça super drôle. Mais après, c'est pas du stand-up, mais ça reste quand même de l'humour pur. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, une découverte récente ou quelqu'un, tu t'es dit, ah, mais en fait, c'est super fort. J'ai eu l'inverse en fait plutôt. Ok, vas-y. J'ai eu l'inverse avec, j'ai été voir, donc j'ai vu comme beaucoup de gens, j'ai vu le spectacle de Anna Gatsby sur Netflix. Ouais. J'ai oublié le nom, merde. Attends, Nanette, voilà. Donc j'ai regardé Nanette, j'ai adoré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté, mais moi j'ai adoré justement parce qu'elle apporte beaucoup d'émotions et de réalité dans son sketch, même si beaucoup de gens disent même que c'est même pas du stand-up, mais moi je trouve que c'était quand même du stand-up. Et j'ai été la voir pour son deuxième spectacle qui s'appelle Douglas, je pense qu'il va sortir ou il est sorti sur Netflix. Et en tout cas, la version que moi j'ai vue, je sais pas ce qu'il y aura sur Netflix, quand je l'ai vue en vrai, j'étais assez déçue parce que je trouvais que il y avait beaucoup de choix faciles, c'est-à-dire je trouvais qu'elle hurlait par exemple vraiment pour rien. Et bien évidemment, quand tu hurles sur scène, les gens vont rire parce que tu hurles, quoi, tu vois. Et je trouvais qu'il manquait un peu de... J'aimerais lui dire, meuf, t'as passé quand même 16 minutes à gueuler, ou t'aurais pu mettre 16 minutes de blague avec une meilleure qualité que juste je gueule, tu vois. Et là, c'était vraiment... J'étais un peu surprise, un peu déçue. Mais bon, je veux dire, ça reste quand même Anna Gatsby, et donc il y avait quand même des moments incroyablement drôles, mais... Donc c'était plutôt ça, c'était surprise, déçue, quoi. Bah ça arrive aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un spectacle que tu recommandes vraiment à tout le monde? Que c'est le spectacle, quelqu'un te parle d'humour, tu dis il faut que tu vois ce spectacle. Je pense que c'est Ino JP, qui est un humoriste bruxellois. Moi, je pense que c'est la personne la plus drôle sur Terre. Et pour te dire, j'avais envie de le citer à chaque fois, que tu m'as dit le plus gentil, le machin, mais je me suis dit, je vais le garder pour quand tu vas me dire celui que tu conseilles. Et c'est Ino JP parce que c'est un mec, j'ai pas de mots, il n'y a pas d'adjectif qui pourrait décrire à quel point il est drôle. Donc, même quand il te parle de produits lessives, il arrive à te faire pleurer de rire, donc allez voir son spectacle, mais surtout allez lui parler parce que il est hilarant. Bah c'est un des prochains invités, en tout cas j'essaie de l'avoir. Après le confinement sera plus facile parce que la technique c'est moins son truc, mais d'office quand j'ai décidé d'interviewer des gens, Ino JP c'est une des personnes sur Terre qui me fait le plus rire aussi. Est-ce que tu trouves qu'il y en a un qu'on sous-estime, que tu te dis mais c'est pas possible que cette personne ne soit pas connue par le monde entier? Dena, je sais pas si tu la connais. Je la connais. Je pense même que son spectacle c'est Princesse guerrière. Et Régis Canon aussi, je comprends pas, il faut que ça vienne. On flatte mon ego, très bien.
Non, mais c'est vrai. Mais écoute, je pense que, bon, c'est peut-être un peu trop Mère Teresa, mais je pense chacun de nous. Vraiment, chacun de nous, on devrait mettre un peu plus de spotlight en Belgique sur les humoristes belges. Je pense qu'on est un petit pays et on a l'espace et le temps de mettre en avant chacun de nous. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'émissions ou de trucs où on puisse nous mettre en avant, quoi. Et pas forcément en mode, tu viens faire 5 minutes de sketch, tu vois. Non, mais vraiment d'être un peu plus intégré dans le milieu culturel belge, à la télé, à la radio, tu vois, ça manque un peu. Donc ça, c'est un peu dommage. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord parce que je trouve qu'on a vraiment des humoristes géniaux. T'en fais partie, il y en a plein d'autres. Maintenant, je vais passer à la partie où je te demande de choisir entre 2 humoristes. J'ai essayé, bien sûr, de rendre ça compliqué en prenant des gens soit que tu admires ou des gens à qui tu partages la scène. Tu dois choisir entre Paul Mirabel et Ino JP. Ouh, oh, c'est horrible, je te déteste. Mais voilà, c'est parce que de toute façon je m'en fous, tu as dit juste avant que tu me recommandais dans les humoristes sous-estimés. En effet, donc, complètement. je couperai la partie. Je vais choisir Ino JP parce que je pense que Paul a déjà plein de choses qu'il mérite à 100% et que maintenant et que Ino, c'est autour de Ino maintenant d'avoir son moment Paul Mirabel. Entre Étienne Cerc et Émilie Krohn. Je vais faire solidarité féminine et prendre Émilie Krohn, même si je les aime autant l'un que l'autre. Donc je te déteste à nouveau, mais mais je vais prendre Émilie Krohn. Voilà, j'ai même pas de, donc je vais prendre l'argument soutien féminin, quoi. Bien sauvé, bien sauvé. Entre Rudy et Raph du What the Fun. Oh là là, quelle horreur. Je vais prendre Rudy parce que je lui ressemble un peu plus dans mon caractère. Et donc, j'ai l'impression de pouvoir communiquer un peu plus facilement, tu vois. Et alors que Raph, c'est vraiment l'avocat du diable. Il va te défendre l'autre opinion juste parce que c'est ce qu'il va faire. Parce que ça le fait rire, alors que Rudy, il va pas te faire des blagues quand il sent que c'est pas le moment de faire des blagues, quoi. Donc c'est parfait. Entre, et là, vraiment que au niveau de l'humour, parce que sinon le choix va être trop facile, entre Guillermo Guise et Haroun. Ben, là franchement, Guillermo Guise. Je suis désolée pour Haroun, mais Guillermo Guise, j'ai vu son spectacle, je pense, 10 fois, en entier, et j'ai rigolé 10 fois, quoi. Je sais pas comment il fait. Je pense que Haroun aurait été pareil, mais juste là, je peux le dire que j'ai vraiment vu son spectacle 10 fois, donc Guillermo Guise. On l'avait pas encore cité depuis le début du podcast. Entre Kian Kojandi et Farid. Kian, parce que j'adore le fait qu'il touche à tout lui aussi, tu vois. Et je pense qu'il a coécrit un livre ou une BD, il a fait des séries, il a fait Chic, il a une créativité incroyable sur Instagram, dans les montages vidéo, je sais pas si c'est lui qui les fait, mais il a cette vision, donc Kian sans faute. Ouais. Il a, si tu veux, il a aussi un podcast qui est génial sur YouTube et qui est avec disponible Navo. aussi avec Navo, ouais. Il s'appelle comment encore ? Un beau moment, ouais, c'est ça, ouais. Que j'adore. Mais de toute façon, moi, Kian, tout ce qui touche, j'adore. Oh. Je suis tellement fan de Kian Kojandi, c'est impressionnant. Après, je suis super fan de Farid, que j'ai été voir en spectacle aussi, mais... Non, Kian, il est adorable. J'ai eu la chance de lui donner à manger. Ma mère lui a fait un plat iranien que j'ai pu lui apporter au Kings. J'étais trop heureuse. J'ai vu la photo, elle était tellement mignonne. Oh mon Dieu, j'étais trop heureuse. Tu m'étonnes. Entre PE et Funky Fab. Ouf, quelle horreur. Celui qui te fait le plus rire, et ça c'est tout à fait subjectif. Bah, les deux, mais si je dois vraiment choisir, je pense que je vais prendre PE parce que la manière avec laquelle il arrive à faire des chroniques de l'actualité, c'est ouf. Ouais, c'est impressionnant. Et il le rend drôle tous les vendredis, quoi. Donc voilà. PE, mais j'adore Funky Fab. Et pour le tout dernier, tu dois choisir entre le SNL et le What the Fun. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Bah, je vais quand même prendre SNL parce que s'il n'y avait pas eu SNL, je n'aurais peut-être jamais fait de l'humour parce que c'est SNL qui m'a donné envie d'être drôle même pendant l'examen d'entrée. Donc SNL, mais ensuite What the Fun parce que c'est grâce au What the Fun que j'ai pu être drôle et de tester ma drôlitude sur scène. Mais je crois que de toute façon personne ne t'en voudra d'aimer le SNL. On verra. Si au début de la saison je ne peux plus jouer au What the Fun, je saurai pourquoi. Avec Rudy qui dira mais si, il faut la garder, et Raph qui fera non, j'ai entendu ce qu'elle a dit. À fond, je te jure. Régis fouteur de merde à mort. Je te jure. J'espère que non. Franchement, Non. j'aime bien faire ce truc de choisir entre deux personnes parce que ça me fait rire, mais je serais tellement mal si ça créait des tensions non, mais c'est entre horrible. des gens. Mais c'est vrai. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien ce jeu aussi, donc
I'm in. Toute dernière question, après je te laisse tranquille niveau question. Qui est-ce que tu aimerais entendre dans le même exercice que toi, donc dans le podcast que je viens de faire avec toi? Émilie Krohn. Sans hésiter, t'as vu, c'est sorti tout seul. Ouais, Émilie Krohn, sinon Mousse, j'aime beaucoup aussi. Je connais pas non plus, ça j'irai voir. Il est de Liège, je pense, donc il y a plus de chances que tu l'aies peut-être un peu vu. Mais toi, t'es de Mons plutôt, non? Oui, de Mons, ouais. Ah, c'est ça, ouais. Donc bon, tu vois, pour moi, la bruxelloise, Mons et Liège, c'est tout vrai, pas du tout. Alors que c'est à l'opposé de la Belgique. Ouais, Mons, Liège, c'est pareil. Bien sûr que non. Ok, ça marche. Ben, j'irai voir, toujours curieux d'aller découvrir. Émilie Krohn, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de la voir sur scène, mais on me l'a recommandé tellement de fois qu'il faut que j'aille voir ce qu'elle fait. Et ben voilà, c'est tout pour mes questions. À part, si tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos pour aller voir tes spectacles une fois que le confinement sera fini. Donc je publie toujours tout sur Facebook et sur Facebook on peut me trouver en tapant Dena Comedy ou Dena D espace E espace N espace A et sur Instagram c'est Dena Diva. Voilà. Et là je poste tout. Magnifique. Et sinon je pense que je serai au Kings of Comedy Club tous les deuxièmes mardis du mois. Là aussi. Espérons, on croise les doigts. Yes. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à te demander. J'ai posé tout ce que j'avais envie. J'ai trouvé ça vachement chouette. Oui. Et merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.